Hello, je suis autiste Asperger et dans cette vidéo je vais vous parler de l'autisme. Donc afin de comprendre ce que c'est l'autisme et en fait de savoir ce que c'est, parce que j'ai remarqué en fait que malgré tout en fait, c'est un sujet quand même encore assez peu connu. Donc pour commencer, il faut savoir que l'autisme en fait ça concerne tout le monde. Parce que c'est pas parce que vous n'avez pas quelqu'un dans votre entourage qui est autiste ou vous n'êtes pas autiste vous-même que en fait vous n'allez pas être confronté un jour dans votre vie à une personne qui est autiste. Parce qu'en fait on a beau être une minorité, en fait on est quand même pas mal et en fait ce serait important que les gens ils savent en fait qui on est et comment on fonctionne. Parce qu'il faudrait qu'on puisse être intégré comme les autres en fait à la société. Pour commencer, je vais mettre les choses au clair. L'autisme n'est pas une maladie, c'est une différence de fonctionnement. Donc en fait, ça veut dire que les personnes autistes, elles vont fonctionner différemment des personnes dites normales, donc les personnes qui ne sont pas autistes, donc appelées neurotypiques. L'autisme est en fait une liste de critères, et les personnes autistes sont censées remplir cette liste de critères. Maintenant, ça va varier suivant la personne, et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une forme d'autisme par personne autiste. Et en fait, c'est de cette liste de critères que je vais parler en fait dans cette vidéo. Avant de parler des particularités de l'autisme, on va d'abord voir où en est la situation actuelle par rapport à l'autisme. L'autisme est incurable, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas guérir l'autisme. Maintenant, il faut partir du principe que l'autisme est une maladie pour vouloir le guérir. Il y a des scientifiques qui sont en train de chercher un remède contre l'autisme. J'ai lu en fait que, vous voyez, pour les personnes qui sont trisomiques, il y a un dépistage prénatal, donc c'est-à-dire pour pouvoir les éliminer avant que ces personnes naissent. Ce que, à mon avis, pour ma part, je n'encourage pas du tout. Je suis plutôt contre, mais voilà. Et du coup, en fait, ils penseraient pouvoir faire la même chose pour les personnes autistes. Et en fait, ça me fait peur parce que déjà que je trouve ça juste horrible de le faire pour les personnes qui sont trisomiques. Alors, si on se met à faire ça pour les personnes autistes, je sais pas trop où ça va aller, quoi. Le nombre de diagnostics a augmenté ces 30 dernières années. On ne pense pas que ce soit dû au fait qu'il y ait plus de personnes autistes, mais qu'on ait de meilleures connaissances et qu'on diagnostique mieux. Par exemple, les personnes autistes Asperger ont une forme d'autisme dite invisible. Donc c'est-à-dire que si on n'a pas assez de connaissances en le sujet, eh bien on ne va pas voir qu'elles sont autistes. Donc ça veut dire que, eh bien, peut-être qu'elles ne seront donc pas diagnostiquées. Ensuite, on peut se tromper sur le diagnostic. Donc il y a des personnes autistes qui peuvent en fait être diagnostiquées faux. Par exemple, une personne autiste qui est diagnostiquée comme ayant un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, alors qu'en fait elle est autiste. En France, 80% des enfants autistes ne sont pas scolarisés. 90% des personnes autistes sont au chômage et la plupart des personnes autistes sont internées dans des hôpitaux psychiatriques. En Suisse, il y a seulement 10 ans, les personnes autistes étaient internées dans des hôpitaux psychiatriques. Pour comprendre cette situation, il faut remonter un peu plus loin à la psychanalyse. La psychanalyse, vous connaissez peut-être avec Freud, donc celui qui a interprété les rêves et puis qui a guéri des patientes atteintes d'hystérie. En fait, c'est Bruno Bettelheim, donc un psychanalyste, qui a été dévastateur pour les personnes autistes et leurs parents. Car en fait, dans un ouvrage La forteresse vide, il a donc écrit que les mères étaient donc fautives de l'autisme de leur enfant. Et à partir de ce moment-là, on a pensé en fait que l'autisme, c'était la faute aux parents. Quand on parle d'autisme, on parle de spectre autistique ou spectre de l'autisme. Donc en fait, spectre, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire ensemble. Et en fait, le spectre de l'autisme, en fait, si vous voulez, c'est en fait un ensemble qui en fait regroupe les différentes formes d'autisme. Je vais vous montrer une image pour que vous puissiez visualiser la chose. Donc là, voilà. On a donc l'autisme dit lourd, on a l'autisme dit moyen et l'autisme dit léger. Et un peu plus loin, on a le syndrome d'Asperger. Et en fait, c'est les différentes formes d'autisme. L'autisme dit lourd est aussi appelé syndrome de Kanner. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Kanner qui a décrit en premier l'autisme infantile. Il y a aussi du coup le syndrome d'Asperger qui est aussi appelé autisme de haut niveau. Parce que ce qui caractérisait le syndrome d'Asperger à la base, c'était qu'en fait, c'était des personnes autistes qui n'avaient pas de déficience intellectuelle. Parce qu'en fait, une bonne partie des personnes autistes sont considérées comme déficientes intellectuellement. Je dis considérées parce qu'en fait, c'est remis en question. C'est-à-dire qu'en fait, le test de QI, donc, qui est censé du coup mesurer l'intelligence, le quotient intellectuel, eh bien, déjà, ce n'est pas une mesure. C'est-à-dire que c'est plus une classification.
Parce que le QI est un score obtenu par rapport à la population du pays dans lequel on vit. Donc je vais vous montrer une image pour plus visualiser la chose. Donc là, vous pouvez voir que au-dessus de 130, c'est la douance. Donc c'est les personnes qui sont au-dessus de la moyenne. Et puis en dessous de 70, c'est la déficience intellectuelle, donc les personnes qui sont en dessous de la moyenne. Il faut savoir que l'intelligence a longtemps été associée au langage, au fait de bien parler. Cependant, dans les personnes qui ont un autisme dit lourd, il y a une partie qui resteront mutiques, donc qui ne parleront pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas parler que l'on n'est pas intelligent. Il y a un exemple, donc Amanda Baggs, dont vous pouvez trouver la vidéo sur YouTube. Donc elle a utilisé un logiciel pour pouvoir parler, parce qu'en fait elle ne sait pas parler, et elle a un autisme dit lourd, et en fait elle va à l'université. Donc comme quoi, c'est pas parce qu'on a un autisme dit lourd qu'on est mutique, qu'en fait on n'est pas intelligent. Les personnes qui ont un autisme dit lourd ont soit plus de symptômes et plus prononcés, soit que quelques-uns de manière clairement visible. Donc on parle de symptômes avec l'autisme, donc malheureusement, mais voilà. Et pour que ce soit beaucoup plus simple, je vais être obligée d'utiliser des termes un peu comme ça, malheureusement. Ensuite, les personnes qui ont un autisme dit lourd, donc soit elles restent mutiques, donc elles ne parlent pas, soit en fait elles ont un retard dans le langage. Les personnes porteuses du syndrome d'Asperger ont souvent une intelligence plutôt élevée. Ça fait quelques années que les gens, lorsqu'ils pensent au syndrome d'Asperger, voient un génie. Comme le personnage de Raymond dans Rain Man, qui est si intelligent qu'il arrive à gagner beaucoup d'argent dans le casino, ou alors Sean ou Shion, suivant la version, donc soit le drama coréen ou son adaptation américaine de Good Doctor. Donc. Cependant, cet imaginaire est plutôt biaisé, car toutes les personnes autistes Asperger ne sont pas des génies. Il faut savoir que l'autisme est un trouble neurobiologique avec des racines génétiques. Donc c'est-à-dire que l'autisme est d'origine biologique. On est autiste, on ne le devient pas. L'autisme est la faute à personne. Le comportement de la personne qui est autiste, donc qui serait donc inadaptée socialement, n'est pas la faute de la personne, ni la faute de ses parents qui lui auraient donné une mauvaise éducation. On ne sait pas la cause de l'autisme. On pense seulement qu'il y a des causes à l'autisme, donc pas une seule cause. Il y a plusieurs caractéristiques dont nous allons discuter par rapport à l'autisme. Premièrement, il y a les difficultés dans les interactions sociales et la communication. Ensuite, il y a l'exigence de permanence de l'environnement, puis les stéréotypies, puis l'hypersensibilité ou l'hyposensibilité, et finalement les intérêts restreints. Les personnes autistes ont des difficultés à interagir socialement et à communiquer. Cela peut se manifester par un moyen de sociabiliser inhabituel, donc une manière de sociabiliser un peu étrange, qui pourrait paraître bizarre. Ils ont des difficultés à avoir des conversations basées sur un échange entre deux interlocuteurs, donc des conversations à deux personnes, donc des discussions. Ils partagent peu leurs émotions, leurs ressentis, et ils partagent peu d'intérêt à la personne qui est en train de leur parler. Ils ont une difficulté à initier et à réagir aux interactions sociales. Donc initier, ce serait par exemple lancer une conversation. Et réagir aux interactions sociales, ce serait par exemple dire bonjour à quelqu'un qui du coup lui aurait dit bonjour. Ils ont aussi une difficulté à utiliser le langage non verbal et à le comprendre. Le langage non verbal, c'est quoi? Le langage non verbal, c'est l'expression faciale, c'est l'intonation de la voix et c'est l'expression corporelle. Ils ont aussi des difficultés à instaurer, maintenir et comprendre les relations. Les personnes autistes ont des comportements répétitifs et des intérêts restreints. Donc les comportements répétitifs, ce sont les stéréotypies dont je vais parler plus tard, et les intérêts restreints, ce sont les intérêts restreints dont je vais parler après. Les intérêts, donc ils sont fixes et puis ils sont anormaux de par leur intensité ou focus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà ils sont fixes, donc ça veut dire qu'ils ne vont pas changer sans arrêt. Ils sont assez permanents, stables si vous voulez. Ils sont assez intenses, c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup occuper l'esprit de la personne. Ils vont avoir une certaine importance. Et puis focus, ils vont être concentrés dessus, ils vont être très intéressés.
Donc les personnes autistes ont des routines. Elles ne supportent pas le changement à leur routine justement. Alors ça, j'en parle après. Alors maintenant, parlons de l'hypersensibilité et de l'hyposensibilité. Les personnes autistes peuvent être hypersensibles, hyposensibles ou alors même les deux. Donc alors l'hypersensibilité, c'est des sens en fait qui sont assez intenses, donc c'est aussi les émotions. Cette hypersensibilité peut être par rapport en fait aux 5 sens. La vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et puis le goût. Pour donner des exemples, les personnes autistes peuvent être hypersensibles par rapport à la douleur, à la température, aux textures, à la lumière, au bruit et puis aussi au toucher. L'hyposensibilité, ça pourrait être par exemple ressentir moins la douleur. Voilà, donc hyposensibilité, ça voudrait dire ressentir moins les choses. Il faut savoir que les personnes autistes, elles ont des difficultés à se faire des amis et puis aussi à travailler en groupe. Donc à travailler en groupe, pourquoi? Parce que si elles ont des difficultés à interagir socialement, les travaux de groupe, c'est très basé en fait sur l'interaction sociale. Et comme c'est ce qui leur fait défaut, c'est du coup difficile. Il faut savoir ce que les enfants font spontanément. En fait, les enfants autistes, ils vont pas le faire. Donc alors, par exemple, imiter le comportement des autres ou alors se lier aux autres, ils vont pas le faire spontanément alors que les autres enfants, ils vont le faire spontanément. Les personnes autistes, elles peuvent en fait avoir des difficultés à faire la distinction entre l'imaginaire et le réel. C'est-à-dire que il arrive souvent que les personnes autistes, elles aient beaucoup d'intérêt pour des univers imaginaires, des mondes imaginaires. Et donc elles peuvent manifester une certaine obsession, une grande préoccupation pour ces univers imaginaires. Donc des fois il peut leur être difficile en fait de distinguer la réalité et puis l'imaginaire. Les personnes autistes en fait elles peuvent avoir de la difficulté à passer d'une activité à une autre. L'enfant autiste il peut donner l'impression qu'il se croit seul, qu'il ne fait pas attention à autrui et puis il peut communiquer pas ou alors peu verbalement. Et également non verbalement. Alors par rapport à la communication non verbale, il va adopter donc pas ou peu de gestuels ou postures, donc c'est-à-dire qu'en fait il va faire peu de gestes. Il a un regard évitant. Son expression faciale, donc la mimique, elle peut être donc indifférente et neutre. Et puis l'enfant autiste exprime pas ou alors peu ses émotions. Par rapport à la communication verbale, l'enfant il va avoir un langage assez particulier. Maintenant il faut savoir qu'il y en a qui restent mutiques, il y en a aussi qui acquièrent le langage assez tardivement. Le langage de l'enfant autiste peut être désorganisé et souvent il est peu structuré. Alors il y a plusieurs petites choses intéressantes. Donc il y a les stéréotypies. C'est lorsqu'en fait l'enfant il va répéter une phrase qu'il aura entendue précédemment, mais sauf qu'il va répéter cette phrase dans un contexte qui ne convient pas, donc ça va paraître assez étrange. Donc, par exemple, il aurait entendu le mot pizza, je sais pas, à la télé, et tout d'un coup sa maman elle va lui demander est-ce que tu veux une glace, il va répondre pizza, et on comprend pas trop pourquoi il a répondu pizza, mais c'est parce qu'il a entendu pizza avant. Donc. Il y a aussi les écholalies. Donc ça c'est quand l'enfant il va répéter des parties de ce que les autres ils vont lui dire, des parties de phrases qu'on va lui dire. On lui dit les animaux sont nombreux, il y a des pingouins, des moutons, des chèvres. Il va répondre des pingouins, des moutons, des chèvres, enfin voilà, des choses comme ça. Des fois, il pourra faire des néologismes, donc c'est-à-dire qu'en fait, il va donner un sens nouveau à des mots. Donc par exemple, je sais pas, le mot chat, pour utiliser ce mot pour vouloir dire autre chose. Il faut du temps pour l'enfant pour utiliser le je. C'est-à-dire qu'il pourrait parler en tu ou en il, confond le je. Donc par exemple, au lieu de dire j'ai faim, il va dire tu as faim. Au lieu de dire j'aimerais regarder un film, il va dire il aimerait regarder un film. Il a un langage plutôt concret et puis il est peu métaphorique. Alors pourquoi peu métaphorique? Parce qu'en fait, il va pas comprendre le second degré. Il comprend les choses littéralement. Donc il ne peut pas utiliser des métaphores. Parce que les métaphores ne sont pas littérales. Les métaphores sont pleines d'implicites, de sous-entendus, ce qu'il ne comprend pas. Donc son langage ne contient pas de sous-entendus. Le deuxième degré, il est littéral. Par rapport à l'intonation, elle peut paraître étrange, parce qu'elle est peu rythmée, elle est unie, elle est répétitive. Par rapport toujours au second degré, etc., en fait, l'humour de l'enfant autiste, il peut être assez spécial. Et il pourrait ne pas comprendre l'humour.
Et donc tout ça, c'est parce qu'il ne comprend pas second degré. L'enfant, il va préférer les jeux dits fonctionnels. Donc il se base vraiment sur la fonction des objets. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants, ils aiment bien les jeux, le jeu du faire semblant. C'est le jeu où ils s'imaginent en fait en interaction sociale sous diverses identités. Le jeu du faire semblant, ce serait par exemple lorsque une petite fille va jouer à la maman qui a un enfant. Et du coup, l'enfant autiste, ces jeux donc fonctionnels qui l'intéressent plus, ce serait par exemple aligner des camions ou alors s'amuser à allumer et éteindre la lumière. L'enfant autiste, il n'arrive pas à s'imaginer dans la peau de quelqu'un d'autre, il n'arrive pas à s'imaginer être quelqu'un d'autre et il comprend pas les interactions sociales. Donc c'est pour ça qu'il peut pas faire le jeu du faire semblant, ou en tout cas qu'il le comprend pas totalement et puis qu'il préférera les jeux fonctionnels. Parce que justement, le fait de se mettre sous diverses identités, c'est dur pour lui parce qu'il n'arrive pas à se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Il faut savoir que l'enfant autiste, il ne tolère pas le changement. Il a besoin que tout reste identique. Et c'est justement ce qu'on appelle l'exigence de permanence de l'environnement. Tout changement, il va faire souffrir l'enfant. Donc que ce soit l'environnement, les choses matérielles, l'entourage, ou alors par rapport à ses habitudes. Donc justement, avant j'ai parlé des rituels. Et là, ce n'est pas que pour l'enfant, hein, vraiment, c'est pour les personnes autistes. Et comment, eh bien, en fait, la personne autiste va réagir face à cela. Alors, il y a plusieurs manières de réagir. Ils peuvent réagir par des crises d'angoisse, des crises d'agitation, ou alors des crises de violence. La violence en question, dans la crise, elle est souvent redirigée contre la personne elle-même. On parle d'automutilation. Et puis il faut savoir que dans ces situations, afin de se rassurer, la personne autiste, elle pourrait utiliser des stéréotypes verbales, c'est-à-dire se répéter des mots ou des phrases. Et du coup, cette exigence de permanence de l'environnement fait que du coup, la personne autiste, elle va essayer en fait de contrôler son environnement, de le rendre prévisible, de manière à ce qu'elle ne souffre moins en fait des changements qui du coup la font souffrir. Du coup, ça fait que la personne peut paraître tyrannique envers son entourage, mais ce n'est pas le cas du coup. Et la personne, en fait, elle met au point des habitudes ou alors des rituels afin en fait que son environnement soit le plus prévisible possible et puis un minimum permanent. On a parlé de stéréotypie verbale, et bien il y a aussi les stéréotypies motrices. Donc du coup ça c'est les stéréotypies par rapport au mouvement justement. Il peut y avoir par exemple les balancements. Il y en a une qui est assez connue, ce serait le flapping, donc le battement des mains. Ces stéréotypies, elles sont utilisées par la personne autiste lorsqu'elle a besoin d'être rassurée en fait. Parce qu'elle a subi un changement et puis que ça l'angoisse. La personne autiste, elle a des intérêts restreints et stéréotypés. Donc restreint pourquoi parce qu'en fait la personne, elle va se focaliser beaucoup sur un sujet. Stéréotypés parce qu'en fait ils sont répétitifs. C'est-à-dire qu'en fait ils vont se répéter et ils vont durer dans le temps. Souvent les centres d'intérêt ils vont pas être de nature sociale ou humaine. Par exemple, s'il est passionné par l'astronomie, c'est pas social, c'est pas humain, c'est quelque chose de concret. Ces intérêts restreints, ils sont donc fixes et permanents. Ces intérêts restreints, en fait, ils vont être à l'origine des hyperspécialisations, des personnes autistes, des pics de connaissances ou alors les capacités que ces personnes elles vont avoir, qui pourraient être du coup extraordinaires. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo sur l'autisme. J'espère donc qu'elle a pu être utile. N'hésitez pas à la partager afin qu'il y ait plus de gens qui puissent en savoir plus sur le sujet. Et puis si elle vous a plu, peut-être mettre un j'aime, comme ça je suis au courant. Et puis si vous avez des choses à dire, il n'y a plus qu'à les dire en commentaire. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à une prochaine vidéo. Au revoir!